Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 août 2026 et notre cher ami, notre frère, Laith Marouf de Beyrouth, est avec nous. Bon retour parmi nous, Laith. C'est un plaisir d'être avec vous, Nima. Commençons par les dernières informations qui nous viennent du Liban. Israël a mené des frappes aériennes contre la ville libanaise d'Al-Mansouri. Que se passe-t-il dans le sud du Liban? Et comment le Hezbollah et le gouvernement libanais perçoivent-ils la situation? Eh bien, depuis hier, l'armée d'occupation juive a intensifié ses attaques. L'une d'elles est celle que vous avez mentionnée à Al-Mansouri. C'est un village qui a été attaqué à de nombreuses reprises depuis l'entrée en vigueur du soi-disant cessez-le-feu. En gros, l'occupation essaie d'empêcher les habitants de retourner dans ce village. Et en même temps, depuis hier, nous constatons une intensification des attaques sur la colline d'Ali Tahir, juste à l'extérieur de la ville de Nabatiyeh, ainsi que des explosions et des attaques à Zautar al-Sharqiya et Zautar al-Garbiya. Là encore, ce sont deux villages situés juste à l'extérieur de Nabatiyeh. D'un point de vue militaire, aucune de ces attaques ne modifie la réalité militaire sur le terrain, mais elle frustre la population libanaise qui essaie de retourner chez elle. Et cela donne un sentiment plus égoïste aux colons juifs, qui voient leur armée et leur gouvernement échouer dans toute leur guerre depuis 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant. Je pense donc que nous sommes dans une sorte de temps additionnel où personne ne sait quand viendra l'heure zéro du retour aux hostilités totales. La semaine dernière, bien sûr, les États-Unis ont menacé d'attaquer l'Iran, puis ils ont en quelque sorte fait marche arrière. Ensuite, nous avons entendu les dirigeants de la colonie juive dire qu'ils attaqueraient l'Iran sans les États-Unis. Et je pense que c'est dans ce contexte que nous voyons aujourd'hui la colonie juive attaquer ces villages du sud du Liban, en quelque sorte pour provoquer une confrontation totale avec le Hezbollah. Cela ferait alors entrer l'Iran dans la bataille et dans le combat. Nous verrons alors comment la colonie juive s'en sortira. S'il part seul en guerre contre l'Iran, bien sûr, il ne peut pas faire mieux que les États-Unis. Donc quand on regarde ça, c'est le contexte de ce que la colonie juive veut obtenir. On voit aussi sur le terrain au Liban la pression monter sur le gouvernement. Il y a eu des manifestations toute la semaine. Tous les 2 ou 3 jours, il y a une manifestation devant le sérail. Des délégations de civils descendent vers le sud pour montrer leur solidarité avec leurs frères et sœurs qui ont perdu leur maison. Et bien sûr, le Hezbollah attend, tandis que la pression monte sur le gouvernement pour finalement revenir à une confrontation totale. Et même sans que le Hezbollah revienne à une confrontation totale, nous avons vu plusieurs attaques à l'engin explosif improvisé contre les forces d'occupation ces derniers jours. Israël est présent dans le sud du Liban, à Gaza, en Cisjordanie, en Syrie. Et de l'autre côté, ils disent, vous savez, qu'ils sont décidément prêts à attaquer l'Iran. Quelles sont les capacités de l'armée israélienne, compte tenu de tout cela? Ce sont des éléments importants. Vous savez, s'ils décident de faire quelque chose contre l'Iran, ils doivent se concentrer sur tous ces fronts en même temps. L'autre point, c'est la situation en Asie occidentale, essentiellement autour de l'Arabie saoudite. Il semble qu'elle ait demandé à la Turquie et au Pakistan de parvenir à une sorte d'accord avec elle dans le cadre de ce nouveau pacte de défense dont il parle. Comment cela va-t-il être perçu au Liban? Quelle est la perception au Liban, du côté du Hezbollah? Comment voit-il l'Arabie saoudite et sa démarche? Et peut-être pourriez-vous également évoquer le cas d'Israël. Oui, je me souviens de cet accord de la Mecque, entre guillemets, ou de cette coalition de la Mecque, ou de cet axe de la Mecque,
peu importe comment on veut l'appeler, que le régime saoudien a annoncé et qui était aussi censé inclure l'Égypte. D'ailleurs, les gouvernements du Pakistan, de la Turquie, de l'Arabie saoudite et de l'Égypte se sont réunis en Égypte il y a quelques jours. Et ce qu'on constate, c'est que l'Égypte ne fait pas partie de cette coalition. Depuis ce matin, je lis les médias saoudiens et je regarde la twittosphère saoudienne. Il y a beaucoup de critiques directes et d'attaques visant à saper Abdel Fattah el-Sisi, le président égyptien. Le gouvernement saoudien lui-même évoque même tout l'argent qu'il a investi pour que Sisi prenne le pouvoir aux frères musulmans et à Morsi, le président Morsi qui l'avait précédé. Ils sont donc assez en colère face à la réaction tiède de l'Égypte, alors même qu'elle a dû se voir proposer beaucoup d'argent, à tel point qu'ils se dévoilent eux-mêmes. Le gouvernement saoudien a porté Sisi au pouvoir en Égypte par un coup d'État. Vous savez, ce qu'on peut comprendre de cette alliance qui se dessine, c'est que les États-Unis, l'Empire dans son ensemble, ont perdu leur capacité à gagner une guerre et à mener des opérations militaires par voie aérienne. L'Iran a détruit une grande partie des bases aériennes dans la région, ainsi que de nombreux avions au sol. Cela contraint désormais les États-Unis à mener des bombardements à longue distance depuis leur propre territoire, avec des B-1, des B-2, des B-52 et ainsi de suite. Et ce n'est pas une guerre soutenable. Ils ont aussi perdu leur capacité à projeter leur puissance et à attaquer leur ennemi par la force navale. Là encore, l'Iran, avec ses missiles hypersoniques, ses missiles de croisière, ses drones navals, et ainsi de suite, repousse la marine américaine hors de la région. Alors que reste-t-il aux États-Unis, à l'Empire dans son ensemble et à la colonie sioniste? Quel type de guerre peuvent-ils mener contre l'axe de la résistance et contre l'Iran en particulier, les forces terrestres? Et comme on le voit, ni les Américains ni les Israéliens n'aiment subir de lourdes pertes parmi leurs forces, surtout dans une situation où ce sera du combat homme à homme, sans couverture aérienne. Il n'y aura aucune couverture aérienne pour les forces américaines ou israéliennes au sol si elles mènent une guerre terrestre contre l'Iran. Donc ce que nous voyons, c'est que les États-Unis ont essayé de trouver, cet empire a essayé de trouver, des forces au sol capables de se battre pour leur compte. Et nous avons vu que les milices kurdes ont été la première option. Elles ont été broyées par les forces armées iraniennes et les forces spéciales iraniennes, qui sont entrées en Irak, ont tué les dirigeants de ces milices kurdes et détruit leurs entrepôts. Alors maintenant, les Américains se replient sur les deux grandes populations, ou plutôt les trois à l'origine. Ils voulaient que la Turquie, le Pakistan et l'Égypte, avec leurs importantes populations, envoient volontairement leurs enfants mourir dans une guerre contre l'Iran, pendant que l'Arabie saoudite réglait la facture. C'était ça, l'idée. Et comme on le voit, l'Égypte, en raison de sa longue histoire, notamment avec le Yémen, qui remonte jusqu'à Jamal Abdel Nasser, et aux dizaines de milliers de soldats égyptiens morts au Yémen pendant cette guerre. Et bien sûr, en voyant les autres pays, comme le Soudan et d'autres, qui ont envoyé des soldats pour défendre le régime saoudien contre le Yémen, perdre tant d'hommes, elle a décidé, semble-t-il, de prendre l'argent et de se retirer. La question maintenant, c'est, est-ce que le Pakistan et la Turquie seront vraiment assez stupides pour déclencher une guerre contre l'Iran au nom de l'Empire? Ça, j'en doute. Personnellement, j'en doute. Je pense que les Pakistanais et les Turcs prendront l'argent et ne feront tout simplement rien. En gros, ils monteront le chameau saoudien jusqu'au moment où ils seront censés partir en guerre contre l'Iran, et là, ils en descendront. Ils vont jouer ce jeu aussi longtemps qu'ils le pourront, pour plusieurs raisons. Regardons le Pakistan. Son ennemi juré, c'est l'Inde. Elle est de l'autre côté.
S'il déclenche une guerre contre l'Iran, il aura les arrières exposés. Il ne peut pas mener une guerre sur deux côtés, sur deux fronts. Il y aurait déjà, bien sûr, des troubles civils au Pakistan qui comptent une importante population chiite, ainsi qu'une grande population dans le nord affiliée aux talibans d'Afghanistan. Ceux-ci entretiennent de bonnes relations avec l'Iran et eux-mêmes, les talibans, profiteraient aussi d'un moment où le Pakistan serait occupé à attaquer l'Iran pour s'emparer de territoires pakistanais. C'est donc un autre signe que cela ne se produira pas. Et enfin, si l'on regarde la Turquie, elle compte une importante population kurde, une importante population alévi, une importante population arménienne, ainsi une population grecque. Et puis, il y a tous les laïcs et les nationalistes. Là encore, une implication stupide de la Turquie dans une guerre contre l'Iran. Et la dernière fois, vous savez, que la Turquie, ou le peuple turc, a fait la guerre au Yémen, c'était à l'époque ottomane. Et ce fut l'une des pires défaites de l'armée ottomane. Des poèmes ont été écrits sur les milliers de Turcs morts au pied des montagnes du Yémen, en tentant de monter vers Sanaa. Cette expérience est gravée dans la mémoire des Turcs. Donc je ne pense pas qu'ils le feront. Mais vous pouvez imaginer, si Erdogan est assez stupide pour le faire, combien de troubles cela provoquera à l'intérieur de la Turquie. Mais au fond, tous ces discours viennent du fait que les États-Unis n'ont pas d'autre choix que de mener une guerre terrestre contre l'Iran s'ils le veulent, et qu'ils n'ont ni les soldats eux-mêmes, ni la capacité d'absorber un très grand nombre de pertes dans un combat direct, homme contre homme, au sol. Rien n'indique qu'Erdogan ferait quoi que ce soit sur le plan militaire. D'autant plus que vous savez, avant l'attaque israélienne contre le Liban, avant l'escalade dans le sud du Liban, il disait « Nous allons aider le Hezbollah ». Ils n'ont rien fait. Autre sujet, l'attaque ukrainienne contre leurs navires dans la mer Caspienne. En gros, ils n'y ont pas réagi. À l'attaque ukrainienne contre leurs navires, ils ont répondu « Nous n'enverrons plus de fruits et légumes à la Russie. La Russie doit se débrouiller. » Vous voyez un gouvernement qui ne veut entrer dans aucun type de conflit, et encore moins s'opposer à l'Iran, à mon avis, ou au Yémen. Le Yémen, c'est simplement ce qui se passe. La manière dont le Yémen traite avec l'Arabie saoudite, c'est autre chose. Je ne vois aucun de ces deux pays, comme vous l'avez dit, participer ou coopérer avec l'Arabie saoudite contre le Yémen. Parce que l'objectif principal serait, le premier objectif serait le Yémen. Parce qu'en ce moment, l'Arabie saoudite est en guerre active avec le Yémen. Ils se battent à l'intérieur du Yémen et utilisent des drones pour recueillir des renseignements sur le Yémen. Et pour en venir au Yémen, Laith, ce qui est important en ce moment, c'est qu'il y a deux camps qui s'affrontent. L'un se trouve dans la ville, où il y a eu plusieurs victimes hier et avant-hier, du côté de l'Arabie saoudite, c'est-à-dire des forces soutenues par l'Arabie saoudite. C'est près de Bab el-Mandeb et de Mocha, la ville appelée Mocha, qui est proche de Bab el-Mandeb. Vous voyez Sanaa, là-haut sur la carte. Et là, dans le sud, dans la partie occidentale du Yémen, près de Bab el-Mandeb, comment y arrive-t-il? Et comment ces forces arrivent-elles là-bas? Quelle est la composition des forces à l'intérieur du Yémen? Oui, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas Mocha, c'est de là que vient le mot mocha, le café mocha, d'accord? Donc c'est le Yémen est bien sûr l'un des berceaux du café, avec... Ils appellent ça aussi mocha, si je ne me trompe pas. Oui. Donc vous savez, c'est le café mocha. Il est originaire de Mocha. C'est donc un lieu important. Évidemment, les mercenaires que les Saoudiens paient circulent librement dans le sud du Yémen. Et vous savez, alors qu'il y avait un regroupement de ces forces mercenaires que les Saoudiens voulaient mettre en place à l'intérieur du Yémen,
nous avons vu les forces armées yéménites les frapper avant même qu'elles ne se déplacent. Il y a donc quelques jours, plusieurs missiles hypersoniques, missiles balistiques et drones se sont abattus sur les lieux de rassemblement et les dépôts d'armes de ces forces que les Saoudiens réunissaient dans tout le sud du Yémen. Et en même temps, nous savons que plusieurs officiers saoudiens, chargés en gros de distribuer l'argent, les salaires à ces mercenaires, ont été tués dans cette attaque. Et on parle d'officiers de haut rang. L'un d'eux était le principal officier saoudien chargé des opérations à l'intérieur du Yémen. C'est donc une énorme perte pour les Saoudiens. C'est aussi une indication claire que les forces armées yéménites disposent de très bons renseignements, leur permettant de localiser précisément les lieux où les forces sont rassemblées, leur zone de préparation pour l'attaque, le centre de commandement et de contrôle où se trouvaient ces officiers saoudiens, ainsi que les entrepôts d'armes. Les Saoudiens peuvent-ils encore s'en remettre aujourd'hui? Je vais vous dire une chose. Même dans le scénario le plus favorable aux Saoudiens, si l'on remonte 10 ans en arrière, ils avaient tout l'argent et les mercenaires qu'ils pouvaient faire venir du monde entier, qui n'étaient pas occupés sur d'autres fronts, et ainsi de suite. Et malgré cela, les Saoudiens ont lamentablement perdu la guerre. Alors quelques mercenaires de plus, ici ou là, ne vont pas changer la réalité. C'est pour cela que les Saoudiens sont désespérés. Et derrière eux, bien sûr, les Américains et les Israéliens cherchent à entraîner dans ce combat de grands pays très peuplés, comme le Pakistan et la Turquie, pour qu'ils se battent au nom des Saoudiens. Personnellement, je doute que cela arrive. Enfin, je veux dire qu'il y a seulement quelques heures, le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a publié des extraits d'un appel téléphonique, d'une conversation entre les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et du Pakistan. Et le gouvernement iranien a souligné à plusieurs reprises les liens historiques entre les deux peuples. Rappelez-vous, le Pakistan est de langue iranienne, la famille des langues iraniennes. L'ourdou n'est presque qu'un accent du persan, n'est-ce pas? Il y a donc une histoire immense et ancienne de relations entre les deux peuples. L'Iran a apporté toute l'aide possible chaque fois qu'il y a eu des problèmes avec l'Inde. Et cela constituait une partie de cette conversation. Un autre aspect de cette discussion, c'est que l'Iran souligne qu'en tant qu'État islamique, grand, doté de ressources et d'une importante population, il a fait sa part pour défendre les musulmans opprimés autour de lui, notamment à Gaza et au Liban, et pour tenter de trouver un consensus musulman contre les forces impérialistes et colonialistes dans le monde. Le ministère iranien des Affaires étrangères a donc souligné que des pays comme le Pakistan, l'Arabie saoudite, la Turquie et l'Indonésie, qui sont aujourd'hui, avec l'Iran, parmi les pays musulmans les plus peuplés, ont un devoir. Tous ces pays, ensemble, ont le devoir de défendre les musulmans et l'islam et de parvenir à un consensus musulman contre les ingérences extérieures. Bien sûr, personnellement, je pense que ces appels de l'Iran et ces déclarations de l'Iran sur nos devoirs en tant qu'État vont malheureusement rester lettre morte. Laith, il y a une déclaration très importante du Conseil de sécurité national iranien dans laquelle sont mentionnés ensemble la Palestine, le Liban, le Yémen, l'Irak et l'Iran. Cela signifie que s'ils négocient, ils négocieront sur tous les fronts. Il ne s'agira pas seulement de l'Iran et des États-Unis ou du Liban, de l'Iran et des États-Unis. Ce sera l'ensemble de ces dossiers, tous ensemble. Et c'est un message qui a d'ailleurs été répété dans la nouvelle déclaration du nouveau chef du Conseil de sécurité nationale, Mohsen Rezaei. Hier, il a tweeté la même chose. Ce sera tous les fronts ou rien.
Et comment voyez-vous les options qui s'offrent à l'Arabie saoudite et, plus largement, aux pays du Conseil de coopération du Golfe? Parce que ces déclarations montrent qu'ils font partie du conflit. Ils ne participaient pas activement à la guerre. Leur territoire a été utilisé. D'une manière ou d'une autre, nous avons appris qu'ils avaient peut-être utilisé leur... Vous savez, ou que les États-Unis avaient utilisé leurs avions de chasse pour attaquer l'Iran, ou leurs pilotes pour attaquer l'Iran. Ils font partie de la guerre depuis qu'elle a commencé. Mais aujourd'hui, avec le temps, ils ont essayé de dire « Nous ne faisons pas partie de tout ça. Nous n'allons pas continuer ainsi. » Parce que le détroit est fermé, Bab el-Mandeb est fermé, et que l'économie ne fonctionne pas pour eux. Ils dépendent tellement du pétrole, du gaz et de tous ces produits. Leur économie en dépend tellement. Donc logiquement, ils veulent se débarrasser de ces problèmes, sortir du conflit entre l'Iran et les États-Unis. Quelles sont leurs options quand ils voient que l'Iran insiste sur la Palestine, sur le Liban, sur le Yémen? Ce sont les conflits. La plupart de ces conflits peuvent, d'une certaine manière, être réglés de l'intérieur, à mon avis. Le Yémen, c'est une sorte d'affaire interne entre l'Arabie saoudite et le Yémen. Dans le cas du Liban, dans le cas de la Palestine, ils peuvent jouer un rôle très, vous savez, différent dans ce qui se passe. Voyez-vous la réalité de la guerre exercer une pression sur eux, ou bien changer leur avis d'une manière ou d'une autre? Vous savez, je réfléchissais à ça hier. Une grande partie du pétrole et du gaz de ces pays est l'épine dorsale du dollar américain depuis 4-20 ans. Et beaucoup d'économistes pensaient que si ce pétrole et ce gaz étaient détruits dans ces pays du Golfe, cela nuirait à l'ordre impérial. Mais je regardais ça. Bien sûr, les États-Unis sont aujourd'hui le premier exportateur de pétrole au monde. Et peut-être qu'ils veulent en réalité que le pétrole et le gaz de la péninsule arabique brûlent, afin de pouvoir être le seul exportateur vers l'Afrique, l'Amérique latine et l'Europe au moins, et peut-être mettre la Chine à genoux. Donc ça fait partie de tout ça. Autre chose, on a bien vu que même lorsque le baril de pétrole a atteint $150, le public américain est resté docile et les États-Unis s'en sont accommodés. Et ceux qui possédaient les compagnies pétrolières ont fait fortune, n'est-ce pas? Donc, il est possible que ces pays du Golfe soient poussés dans une guerre, même si cela revient à se suicider et à détruire leurs propres économies. Un autre élément, probablement, si vous regardez ces pays du Golfe, ces pays de la péninsule arabique, ils n'ont pas connu de guerre sur leur territoire depuis des décennies, presque un siècle. Cela signifie qu'ils ont accumulé des bâtiments, des infrastructures, et ainsi de suite, que les États-Unis aimeraient voir partir en fumée afin de les amener à dépenser de l'argent pour tout reconstruire. Donc, je pense qu'il est davantage possible que ces régimes vassaux fassent réellement quelque chose de stupide qui ressemble à un suicide, parce que le maître l'a exigé. Et le maître veut que l'argent soit dépensé. C'est donc une façon de voir les choses. Personnellement, je doute qu'aucun des dirigeants de ces pays se réveille avant l'effondrement de son pays. Je suis aussi un peu coincé entre deux analyses. Je me dis, il y a tout cet argent et il y a des vassaux au Pakistan et en Turquie. Est-ce qu'ils vont déclencher une guerre? Quelles autres options l'Empire a-t-il? À ce stade, j'en suis réduit à attendre et voir, parce qu'il est vraiment difficile de prévoir les décisions que l'Empire va prendre. Laith, vous avez dit que l'effondrement n'allait pas se produire immédiatement, que c'était un processus graduel, qu'il fallait du temps pour en arriver là. Mais j'imagine que la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui les conduit d'une certaine manière vers cet effondrement. Oui, parce que si l'économie ne fonctionne pas dans ces pays du CCG, qu'est-ce qu'ils ont d'autre?
Ils importent tout, et ils exportent du pétrole et d'autres produits pétrochimiques. Donc personne ne peut soutenir que la poursuite de la guerre leur serait bénéfique. C'est même tout le contraire. Et c'est de cette pression-là que je parle. Comment cette pression va-t-elle se manifester? Nous savons que, pour le Qatar, c'est différent de l'Arabie saoudite. Et entre l'Arabie saoudite et le Koweït, c'est différent aussi. Même récemment, Scott Bessent et les États-Unis ont évoqué la possibilité d'utiliser les pipelines souterrains pour réduire l'importance du détroit d'Ormuz. Comment cela va-t-il être évalué ou perçu par les pays du Conseil de coopération du Golfe? Après tout, ils doivent trouver une forme de solution. Et j'imagine que, sans contact direct avec les États-Unis, ou sans parvenir peut-être à convaincre les États-Unis, ils ne l'obtiendront pas. Oui, enfin, la population de ces pays voit aujourd'hui son épargne disparaître, bien sûr. La valeur de leurs biens immobiliers, de ces appartements à Dubaï et Abu Dhabi, s'est complètement effondrée. On assiste aussi à un certain exode parmi les universitaires les plus éminents. Vous savez, les Émirats arabes unis, le Qatar et Bahreïn ont tous ouvert sur leur territoire des antennes de grandes universités occidentales pour garder les étudiants sur place. Aujourd'hui, beaucoup de personnels internationaux de ces universités partent. Donc, on va arriver à un point où même s'il n'y a pas de guerre totale, si l'on reste simplement dans ce cycle de faible intensité, puis d'intensité moyenne, puis de forte intensité, avant de revenir à une intensité moyenne, puis à « ça détruit toute activité normale ». Point final. Ça détruit la normalité de la vie. Vous allez donc voir les premières grandes entreprises se retirer de ces pays parce qu'elles ne peuvent pas garantir que leurs employés arriveront à l'heure ou quoi que ce soit dans ce genre, dans cette situation. L'effet de cette guerre sur ces économies sera donc un effet domino. Il ne s'agit pas seulement du pétrole et du gaz, ni de l'arrêt de leur transport maritime. Le fait est qu'une grande partie des emplois dans ces pays est occupée par des étrangers. Seul le directeur du magasin est, disons, un Saoudien, un Qatari ou un Bahreïni local. Tous les autres sont des travailleurs étrangers. Comment leurs ambassades vont-elles réagir? Combien vont simplement faire leurs valises et partir, parce qu'ils ne veulent pas mourir sous les décombres d'un centre commercial chic à Dubaï? Ce n'est pas une manière dont les gens aiment mourir. Donc je pense que les répercussions vont se propager, un peu comme un effet domino, d'autant plus qu'on arrive maintenant au début de l'année scolaire. Et si des travailleurs étrangers, occupant des postes assez élevés dans l'encadrement, ont leur famille avec eux, ils ne vont pas rester dans ces zones. Ils rentreront dans leur pays parce qu'ils s'inquiètent de voir leurs enfants grandir pendant une guerre. Ils aller à l'école et ainsi de suite. Comment vont-ils pouvoir subvenir à leurs besoins? Donc je pense qu'on assiste déjà à un exode de ces pays. Il ne fera que s'accélérer à l'approche de la rentrée scolaire. Et surtout, si l'on revient à des affrontements généralisés. Let Marouf, quelle est la situation actuelle des négociations entre le gouvernement libanais et Israël? Et il semble que le Hezbollah soit toujours en train d'évaluer ou de réévaluer la situation dans le sud du Liban. Nous n'avons vu aucune réponse du Hezbollah à ce qui se passe dans le sud du Liban. Que savons-nous à ce sujet? Oui. Bon, nous savons qu'il n'y aura plus de négociations entre le gouvernement Salam et la colonie juive pendant les 3 prochains mois. C'est donc une indication claire que le régime ici, au Liban, ne peut pas tenir les promesses qu'il a faites aux Israéliens et aux Américains, même s'ils ont signé des papiers ou quoi que ce soit de ce genre. Je pense que le Hezbollah choisit de ne pas avoir de confrontation directe avec le gouvernement libanais.
Il veut que les gens voient de leurs propres yeux ce gouvernement se pendre avec cet accord conclu avec les sionistes. Il n'y aura aucun retrait pendant les 3 prochains mois. Il n'y aura pas de retrait. C'est en gros l'absence de négociation. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de nouveau retrait. Donc le Hezbollah va probablement laisser cette situation se prolonger un peu avant d'aller vers une confrontation totale avec la colonie sioniste. Parce qu'il veut montrer à la population que, vous savez, ce gouvernement ne fera rien pour vous rendre vos maisons et vos villages. Et d'ailleurs, des colonisatrices juives suprémacistes ont traversé la frontière vers le Liban et ont tenté de créer une colonie, une sorte de colonie sur une colline, comme en Cisjordanie. L'armée israélienne s'est alors retrouvée dans une sorte de situation d'urgence, essayant de retrouver ces femmes qui s'étaient dispersées. Et c'était une situation où elles auraient pu tomber aux mains du Hezbollah. On a donc vu l'armée israélienne s'affoler en essayant de retrouver ces femmes. Mais cela montre bien, avec le ministère des Affaires étrangères de la colonie, qui a publié cette nouvelle carte, incluant le Sud-Liban, le Golan et des parties du sud de la Syrie dans le nouveau Grand Israël. Et ce n'est pas une plaisanterie, parce qu'elle est produite par le ministère des Affaires étrangères de la colonie sur papier officiel. Donc cela a été étudié avant de concevoir cette nouvelle carte. Et cela va évidemment donner davantage d'arguments au Hezbollah pour riposter de manière massive. Oui. Est-ce qu'on craint qu'Israël puisse aggraver la situation dans le sud du Liban? Oui, ils ont commencé à faire monter la tension il y a seulement 3 ou 4 jours. Je pense qu'ils cherchent un peu à provoquer l'ours. Ils veulent que le Hezbollah riposte de manière massive pour ensuite déclencher un affrontement plus vaste. Puis peut-être qu'ils attaqueraient Beyrouth. Et c'est à ce moment-là que l'Iran interviendrait pour riposter aux attaques contre Beyrouth. Cela conduirait ensuite les Israéliens à attaquer l'Iran. C'est, je pense, leur plan d'ensemble. C'est pour cela que le Hezbollah et l'axe de la résistance, dirigé par la République islamique d'Iran, choisissent tous de ne pas mordre à l'hameçon. Ils choisissent le moment et le terrain de la guerre. Comme on l'a vu lorsque l'Iran a attaqué les bases aériennes américaines dans la région, avant une reprise des hostilités. Cela a forcé Trump à reculer et à dire non, qu'il n'allait pas attaquer. Nous avons besoin d'un tel moment aussi quand on parle du Liban. Et donc je pense qu'au Liban, tant qu'il n'y aura pas de résolution complète, ou que personne ne l'aura emporté, nous y reviendrons très vite. L'autre point, c'est que le Conseil de paix a présenté un plan en 15 points, un document qui a été rejeté par Israël. On dirait qu'ils veulent rester à Gaza. Je veux dire, ces lignes jaunes, cette ligne jaune définie par Israël, ils vont rester là. Alors, quelle est la situation là-bas? Pour les gens qui ne savent pas ce qui se passe en Cisjordanie, quelles sont les conditions sur place? À Gaza, je pense que les conditions sont les pires de la planète. C'est certain, nous n'avons rien vu de tel depuis des décennies. Et on peut soutenir qu'on n'a pas vu de siège plus cruel que celui de Gaza depuis des siècles. Alors vous savez, le nombre de personnes qu'on retire des décombres, qui se trouvent sous les décombres depuis des années maintenant, est immense. Je pense que la plupart des personnes qui étudient réellement ces questions estiment qu'il y a environ 600 à 700 000 Palestiniens à Gaza qui ont été victimes d'un génocide, et non pas les 60 à 70 000, quel que soit le chiffre, annoncé par le ministère de la Santé à Gaza. Pour la nourriture, il est très rare que les gens puissent trouver des légumes à cause de la destruction de toutes les terres agricoles
et des serres, ainsi que de l'occupation de ces terres. La plupart des terres agricoles de Gaza se trouvent aujourd'hui derrière la ligne jaune, et personne ne peut y aller pour cultiver ou récolter quoi que ce soit. Et très peu de camions d'aide entrent dans la bande de Gaza. C'est probablement le pire moment depuis le début du génocide, en termes de nombre de camions qui entrent. Et quand on parle de la Cisjordanie, chaque jour, il y a ces saccages commis par les colons israéliens. J'ai vu une vidéo d'hier où ces colons israéliens attaquaient des femmes et des enfants chez eux, en essayant de s'emparer de leurs maisons en Cisjordanie. J'ai vu des vidéos d'une autre famille qui s'était barricadée derrière ses grilles et ses fenêtres en fer pour empêcher les colons d'essayer d'entrer de force et de prendre la maison. Et l'armée israélienne est arrivée sur place. Et ce qu'elle a fait, c'est prier avec ces colons suprémacistes juifs, faire des prières juives, puis leur souhaiter bonne chance avant de repartir, tout simplement. Donc vous savez, beaucoup de ces colons des collines ont déjà servi dans l'armée israélienne et constituent aujourd'hui une milice privée. Beaucoup sont armés jusqu'aux dents par Ben Gvir, qui distribue ses mitrailleuses à tous ceux qui savent tenir une arme. Oui, donc je pense qu'on en est à un point où les choses doivent avancer d'une manière ou d'une autre. On verra. Exactly. Oui, exactement. Merci beaucoup, Laith, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Allez sur freepalestine.video et soutenez Laith dans ce qu'il fait au Liban. Il y fait un travail formidable. Merci. Merci encore et à très bientôt, Laith. Merci Nima. À la semaine prochaine.